L'idée, c'est que je suis pas 17e complètement, puisque ce qui m'intéresse dans le 17e, c'est de pouvoir parler de notre contemporanéité, au fond. Et ça me donne la possibilité d'interroger autrement, en l'occurrence ici Auschwitz, c'est-à-dire une sorte de retour ou un travail à partir de ce qui s'est passé sur le temps passé pour faire émerger un certain nombre de questionnements, comme tu le proposais, Philippe. Et puis aussi, on le verra, j'essaierai de présenter une communication qui soit pas trop érudite, mais ce que vous entendrez, j'imagine, c'est les différentes questions et les différentes thématiques que tu viens de poser et que d'autres poseront dans cette séance-ci. En particulier, cette question de la centralité ou des victimes pour la période qui m'intéresse, c'est une sorte de double centralité et de concurrence, il faut bien l'avouer, entre les victimes protestantes et les victimes catholiques. Et là, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont être recouverts par à la fois un devoir d'oubli et un devoir de mémoire et un devoir d'histoire à la fois. Et puis aussi, et c'est pour ça que je suis tout à fait contente d'entendre en particulier la toute dernière communication sur ce mythe du grand silence, car là aussi, on va voir que l'histoire se répète, peut-être qu'elle bégaye, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un certain nombre de modes de fonctionnement qui se retrouvent à pas mal d'années de distance. Donc, comme tu le demandais, Philippe, je vais essayer de faire une sorte de trajet de la mémoire et des mémoires à travers un objet spécifique qui n'est pas seulement la littérature, mais qui est, on va le voir, le théâtre comme manifestation ou peut-être même comme performance mémorielle ou mémoriale. C'est une chose à laquelle on pourra réfléchir. C'est-à-dire que via le théâtre, via la manifestation littéraire d'un côté, c'est-à-dire publiée, et performative de l'autre, c'est-à-dire mise en scène et réalisée lors d'une séance, on peut, me semble-t-il, observer un certain nombre de figures dont tu parlais, et en particulier les figures du désarroi, et d'autre part, la nécessité de penser les figures du désarroi par rapport aux effets qu'elles peuvent avoir, qui peuvent avoir des effets de complexification, de simplification, mais de manière plus politique, on va dire, des effets du type concorde ou discorde, en tout cas du type d'interaction productive, puisque tu parlais de ce terme, et il faudra essayer de réfléchir un petit peu à ces questions, à ces concepts, en gardant un peu de temps, évidemment, pour la discussion. Donc j'ai 25 minutes à peu près. Puis voilà. Donc, comme tu le demandais dans ta lettre d'intention, je vais essayer de tenter une approche croisée de l'émergence et de la constitution de deux mémoires. D'une part, la mémoire des guerres de religion, c'est-à-dire des guerres de la fin du XVIe siècle au XVIIe, et plus particulièrement donc de ce qui s'est passé de catastrophes absolues, puisque le grand pic que vous connaissez de août 1572, sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire la Saint-Barthélemy, a donné dans toutes les têtes un effet de stupeur, mais pas seulement. Je vous rappelle que Montaigne parle d'épisodes cannibales au moment du siège de Sancerre, et ça non plus, c'est pas rien, puisqu'il en déduit un chapitre entier de réflexion sur ce que peut être le cannibalisme chez les autres et le cannibalisme chez nous, le nôtre étant non réglé alors que le leur l'est. Donc, vous voyez, ça donne une possibilité de penser autre chose. Donc, ce que j'essaierai de faire, au fond, c'est d'essayer de penser ou de réfléchir avec vous sur cette mémoire de ces guerres-là, et d'autre part, tout en ayant à l'esprit, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, la mémoire relative à la Seconde Guerre mondiale et à la catastrophe d'Auschwitz. C'est plus ici, en fait, un essai heuristique destiné à prendre en compte les manières dont le théâtre, dans les questions qu'il pose, dans le dispositif qu'il installe et dans les formes qu'il propose, va réagir aux catastrophes et va réagir aussi aux dispositions que le pouvoir ou l'opinion va proposer vis-à-vis d'une mémoire possible des événements, et on sera, juste pour rigoler, amené à comparer Henri IV et De Gaulle.
Devoir de mémoire donc, ou devoir d'oubli, nécessité de revenir à l'horreur ou volonté de la dépasser, impossibilité d'occultation face à la nécessité de concorde, expérimentation du détour par d'autres espaces, d'autres temps, par d'autres fables historiques, pour parler de ce qui s'est passé, pour parler de ce qui vient de se passer. Bref, ce sont tous ces points que j'essaierai de prendre en compte et naturellement, j'irai vite. Alors je voudrais juste donner deux éléments qui vont non pas prouver ma légitimité, mais simplement vous montrer que le fait de travailler sur ces questions-là suppose qu'il y ait un corpus, et ce corpus est absolument énorme. La fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, en France, et pas seulement en France, détermine un corpus de publications et de performance théâtrale absolument énorme, et tout le monde semble à la fois parler et ne pas parler de ça. Je veux dire par là vous allez le voir, on passe à la fois par des œuvres théâtrales extraordinairement violentes qu'on va retrouver en Angleterre, celles-là vous les connaissez, je pense à Titus Andronicus de Shakespeare, mais on a exactement les mêmes choses en France. Et ça a été occulté par le grand mythe du classicisme français. On a aussi, à l'époque, un très grand nombre de récits et de tragédies de martyrs, qui nous parlent des martyrs chrétiens, qui nous parlent des martyrs vétérotestamentaires, mais qui dans le même temps, de manière extraordinairement transparente, va nous parler d'un certain nombre de martyrs qui, eux, sont déclinés non pas en théâtre, on va voir pourquoi, mais en récit, et en particulier, nous avons, et c'est incroyablement surprenant, dans la période, mettons, 1575-1590, des publications de listes de morts, de listes de martyrs, à proprement parler, aussi, et qui sont à la fois des grands moments épiques, poétiques, historiques et mémoriels, comme on les a vus après 45. Donc on a comme ça, non pas, comment dirais-je, alors je ne vais pas dire que l'histoire se répète, c'est pas le problème, mais qu'on a, lorsqu'on est en train de réfléchir sur une question particulièrement choquante, qui est en fait la question de la catastrophe, des réflexes de publication, des réflexes d'écriture, des réflexes de mise en place, on va dire, littéraire du monde, qui peuvent être amenés évidemment à se ressembler. C'est ces systèmes formels qu'il m'intéresse bien sûr d'observer. Alors d'observer à travers le théâtre, parce qu'il me semble que le théâtre est un lieu d'échanges multiples, en fait, un lieu qui convoque, un lieu à proprement parler, et pas et un lieu où il y a des corps, et des corps qui pensent et qui se retrouvent, un lieu où l'on adresse d'un côté et où l'on s'adresse de l'autre, un lieu où l'on entend, un lieu où l'on réagit, un lieu où l'on coproduit un moment ensemble, dans l'opposition, dans la contradiction, dans la violence et où la joie, en tout cas un lieu que moi j'ai appelé un lieu de comparution, où lors d'une séance, on est simultanément ou consécutivement à la fois témoin et juge, victime et bourreau, mis en demeure de voir l'extérieur du théâtre, le monde, les réalités terribles du monde, du dehors, comme on voit aussi l'intérieur de la fiction. Dès lors, et c'est la fin de ma petite introduction, pourquoi le théâtre, alors pour observer ce genre de choses, il me semble que le théâtre est surtout à cette époque-là où il se renouvelle, dans la mesure où pendant les guerres de religion, on a écrit du théâtre, mais on n'en a pas fait beaucoup, ne serait-ce que parce que quand on se retrouvait ensemble, c'était pour prêter le flanc à des gens qui pouvaient vous tuer. Donc dans ces conditions-là, toute expérience de théâtre de ville était tout à fait dangereuse, parce que toute réunion pouvait donner lieu ou alors à de l'essai ou au contraire à de la victimisation, si je puis dire, puisque quand on est beaucoup et qu'il y en a d'autres qui sont encore plus nombreux et qui sont dehors et qui viennent vous tuer, c'est toujours compliqué. Donc moins de théâtre pendant les guerres de religion. En revanche, juste après, vous avez une floraison incroyable de théâtre à Paris, de théâtre de ville, et là on voit qu'on se donne peu à peu des moyens formels de réagir à la situation qui vient juste de se passer. Donc nous sommes à la fin des années 1590, et là il va y avoir une flambée de réflexion théâtrale, et pas seulement théâtrale, mais là je prends comme objet le théâtre, à Paris
et dans les grandes villes, et en particulier l'autre grande ville de France du Nord à l'époque, qui s'appelle Rouen, qui est le deuxième lieu théâtral de France à l'époque, avant même Lyon. Donc vous voyez comment le théâtre a toujours cherché évidemment à se donner les moyens scénographiques et esthétiques de convoquer, et là plus particulièrement de convoquer dans ce même lieu une assemblée, quitte à ce que ce bâtiment soit à la fois rassembleur, c'est le théâtre lien, mais aussi divisé, c'est le théâtre lieu, c'est-à-dire strié par des espaces de fiction, par des espaces dramatiques, par des meurtriers, par des victimes, par des témoins qui vont s'entremêler entre la fiction et la salle, afin que ce qui est advenu soit jugé par tous, même si c'est différemment. Je voudrais juste citer un tout petit passage que j'adore d'une tragédie largement, enfin, un peu postérieure, des années 20, qui a été écrit par un des grands auteurs de l'époque, qui s'appelle Alexandre Hardy, qui est maintenant oublié. Mais dans cette tragédie qui s'appelle Cédase, on a eu affaire à un certain nombre de meurtres et de violences incroyables, extrêmes, qui ont été représentés sur la scène elle-même. Je vous passe les détails, puisque ce n'est pas l'objet ici de vous faire un cours, mais à la fin, un père qui a non pas vu, mais su que ses deux filles avaient été assassinées par des jeunes gens pleins de sève et qui les avaient d'une part violées, puis étranglées, et en fait égorgées, puis qui les avaient jetées dans un puits, cherche à faire une enquête là-dessus, va voir le roi, mais n'a pas de témoin du meurtre, n'a pas de témoin des meurtres. Les seuls témoins des meurtres, c'est comme dans Guignol, c'est le public. Et là, le roi s'adresse à sa cour, mais s'adresse aussi au public, et voilà ce qu'il dit. Et vous allez voir que ce qu'il dit pourrait être dit dans le théâtre de Charlotte Delbo. Or su, néanmoins la langue est une langue de la fin du XVIe siècle, mais, or su, examinons de point en point la chose, lequel ce meurtre a vu précisément dépose, c'est-à-dire qui veut déposer pour avoir vu le meurtre. Lequel fut, attention à la force des mots, lequel fut spectateur et ne l'empêcha pas. De celle qu'engloutit un violent trépas, parler, mais a-t-elle-ci que la moindre imposture promet à son auteur une horrible torture. En d'autres termes, vous pouvez vous exprimer sur la question, mais si vous dites faux, et s'il est prouvé que vous dites faux, et si vous êtes un imposteur, alors vous tombez sous le coup de la loi. Donc, pas de mensonge. Le mensonge chez nous nous importe capital à qui l'a proféré le supplice fatal. Alors, vous voyez comment dans cette pièce qui s'appelle Cédase ou l'hospitalité violée, à l'acte 5, un roi va convoquer un public pour dire « Et alors là ? Que faisiez-vous ? Puisque vous êtes les seuls à avoir vu les deux meurtres, à avoir vu les deux jeunes gens, à les avoir vus s'enfuir, à avoir vu les viols. Et personne ne parle, personne ne se lève, personne n'a rien dit au moment des meurtres. Qu'est-ce donc que cette chose-là que vous avez vue et contre laquelle vous n'avez rien fait ? En d'autres termes, nous sommes tous des témoins, nous sommes tous des juges, et il nous faut aussi parfois convenir que nous devons être témoins et juges de nous-mêmes, de nos propres forfaits qui peuvent être tout simplement notre assistance à proprement parler. Notre assistance, notre présence, à la fois une présence au théâtre, à la fois la présence dans l'histoire, autrement dit, notre passivité de spectateur. Cette question, on le voit, c'est une question contemporaine, la nôtre, mais c'est une question qui est loin d'être nouvelle, puis c'est une question qui est posée ici dans une publication de 1624, dans une pièce qui a été jouée dans les années 1610. Donc voilà bien de quoi inquiéter les spectateurs les plus sereins, s'il y en a dans les publics d'après les catastrophes. Car le théâtre inquiète, a fortiori lorsqu'il s'exprime sur le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il vient d'être, lorsqu'il a lieu, à proprement parler, lieu après les catastrophes, après les désastres, après les holocaustes, autrement dit, après ce qu'il est difficile de nommer, de décrire ou de représenter. Faut-il alors qu'il présente ces catastrophes comme des faits venus on ne sait comment, émanant d'une nature aveugle, ou encore d'une volonté divine rétributive, et on serait dans une sorte de tragique irrationnel? Faut-il qu'il désigne Dieu comme responsable, ou les vents,
ou les hommes, ou qu'il renonce à désigner en se retranchant derrière la magie des mots, derrière le supposé indicible, le supposé irreprésentable, en tout cas derrière l'exceptionnalité, derrière l'absolue unicité de la catastrophe. Le problème au XVIIe siècle, c'est que la catastrophe est double, elle n'est donc pas unique, elle est à la fois pour les protestants, elle est aussi pour les catholiques, et ça pose évidemment quelques problèmes. Et puis c'est pas la seule non plus. Parce que d'autres catastrophes au-delà de nos frontières ont eu lieu. Lorsque les gens du XVIIe siècle regardent dans leur rétroviseur, pour autant qu'ils en aient un à l'époque, ce qui s'est passé au XVIe, qu'est-ce qu'ils voient ? Selon qu'ils sont français, ils voient 30 ans de guerre de religion, d'horreur absolue. Ils voient le 23-24 août 72. Ils voient l'assassinat du duc de Guise de 88. Ils voient ensuite la grande scène de l'assassinat d'Henri III de août 89. Ils voient en 74 le grand cannibalisme de Sancerre raconté par Jean de Léry. Bref. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un moment absolument terrible de l'histoire qui vient juste d'avoir lieu. Mais si vous êtes espagnol, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un siècle qui a été principalement consacré à quelque chose qu'on pourrait grosso modo appeler un génocide et qui a dénoncé Las Casas très tôt, c'est-à-dire le génocide des Indiens d'Amérique, puisque je vous rappelle que Las Casas, prêtre, écrit sa relation de destruction des Indes en 1542 et qu'il la publie en 1552, que c'est un texte qui est incroyablement traduit à l'époque, qui est bien sûr lu par Montaigne et que tout le monde, pour autant qu'on puisse lire à l'époque, connaît. De la même manière, à partir de là, et Montaigne est un excellent témoin, puisque Montaigne écrit, je vous le rappelle, dans les années 80, enfin il écrit plus tôt, mais il publie en 80, 82, 87, 88, et l'édition de Marie Gournay posthume est de 87, 95, on voit comment, en fait, la réflexion de la fin du XVIe siècle sur l'ensemble du XVIIe est une réflexion d'une certaine manière horrifié, une réflexion de stupeur, une réflexion juste après la catastrophe. Alors par rapport à ça, que peut-on faire ? Et qu'est-ce que peut faire le théâtre par rapport à ce regard sur un siècle d'horreur venant de se passer ? Alors, bien sûr, nous savons que c'est un siècle de la Renaissance, de la beauté du corps, de tout ça. Ça, c'est la doxa habituelle. Mais on sait aussi, pour les gens qui travaillent un petit peu sur le XVIe siècle, que c'est un siècle absolument atroce qui pourrait, grosso modo, toute chose égale par ailleurs, être comparable au XXe siècle du côté des horreurs. Bon, donc, en Espagne, on a mis à genoux... tués et puis ensuite rendus chrétiens en leur donnant nos maladies, les Indiens. Ensuite, en France, je viens de vous dire, en Angleterre, on a eu la guerre des deux roses. Bon, bref, il n'y a pas de quoi être très fier là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se le rappelle, on se le remet en scène, on, si je puis dire, se le réfléchit comme Montaigne, ou pas. Et alors là, je voudrais vous citer un texte de loi. Donc, ça s'appelle un édit de Concorde, qui est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, tout le monde a un peu oublié ce que c'était, mais l'édit de Nantes, je vous rappelle que ça arrive à la fin du processus, c'est que Henri IV s'est converti, qu'il a pu prendre le pouvoir grâce à ça, et que donc nous sommes en 1593, et quand, après le sacre de 1594, il fait rapidement écrire un édit de pacification qui s'appelle l'édit de Nantes, qui s'appelle un édit de tolérance de 1598. Qu'est-ce qui est dit dans les deux premiers pas, c'est pas la peine d'aller plus loin, les deux premiers articles de l'édit de Nantes. Je cite, premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de choses non advenues, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, donc ça concerne aussi l'art, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cour ou juridiction que ce soit. Deuxième article de l'édit de Nantes. Défendons à tous nos sujets,
de quelque état et qualité qu'il soit, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser, de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. De Gaulle, 1945, voilà, excusez-moi, Henri IV, 1599. Donc vous voyez comment ici ce devoir au fond qui consiste à mettre en place une tolérance pour aboutir à la paix montre qu'il s'agit de faire intervenir la loi en interdisant l'expression de l'horreur à partir du moment où elle met en jeu des événements à peine passés. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, le pouvoir royal va reprendre les principes des traités de paix antiques d'une part et modernes de l'autre, puisque évidemment c'est pas le seul. L'édit de Nantes arrive après de nombreux traités, après de nombreux édits. Ça commence dès le début des guerres de religion en 1562, et après vous avez une suite de textes qui répètent grosso modo la même chose. Hein. La chose n'est pas nouvelle puisque les édits de pacification, qui sont tout à fait répétitifs depuis le début des guerres de religion, rappellent à tous la même chose, qu'il faut oublier, qu'il faut passer sous silence les faits passés pour penser le présent, pour permettre la paix future. Il ne faudra pas moins de 12 édits en 26 ans pour qu'enfin les défenses et les interdits s'opèrent. Quant à la notion de mémoire, elle apparaît très expressément dans 3 textes majeurs, l'édit de Saint-Germain-en-Laye en 1570, la conférence de Nérac en 1579 et l'édit de Nantes, comme je viens de vous le citer, en 1598. Je cite ici l'édit de Saint-Germain de 1570 en appuyant sur les mots importants. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part, et d'autre, dès et depuis les troubles advenus en notre royaume et à l'occasion d'iceux, demeure éteinte et assoupie, donc on reprend, enfin c'est l'édit de Nantes qui reprend ça, comme de choses non advenues. Et on continue, défendant à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, qu'il n'ait à en renouveler la mémoire, s'attaquer, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, en disputer, c'est-à-dire en débattre, contester, quereller, ni s'outrager ou offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble. Donc vous voyez que les choses vont se répéter. Ce qui est intéressant quand des traités ou des décrets se répètent, c'est que ça veut simplement dire que ils sont pas opérants et ni opératoires, et que l'édit de Nantes justement va marquer à un moment, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de répéter ça. Alors, tout simplement parce qu'il y aura un pouvoir suffisamment fort qui ne s'appelle pas le pouvoir absolu, qui reste encore pour l'instant un pouvoir tyrannique et un pouvoir de concorde qui est celui d'Henri IV. Il faut donc, et depuis 1570 et même depuis l'édit d'Amboise de 63, que l'effort de pacification du royaume repose d'abord sur une loi qui oblige à l'occultation forcée de toute mémoire, a fortiori lorsqu'elle est réincarnée dans les prêches, les lectures, les représentations, les discours publics aux fins d'exciter le peuple à la sédition. Ça, c'est l'article 17 de l'édit de Nantes. Ne pas exciter le peuple à la sédition. Toute mention, par exemple, de la Saint-Barthélemy et des massacres qui viennent juste d'avoir lieu sera donc interdite. Les ordres du roi réagissent ici à un très grand nombre de publications catholiques et protestantes, qui sont des publications militantes, et qui ont jusqu'alors émaillé et entretenu les combats. Cette clause d'oubli et de fraternisation va donc figurer dans toutes les paix de religion depuis 1563, et la tendance ne fléchira pas après l'édit de Nantes. Comme je l'ai dit, ça remonte même dans son principe aux paix entre les cités grecques comme moyen de reconstruire quelque chose après une guerre. Alors les formulations sont plus ou moins semblables. Le traité d'Amboise, par exemple, s'interdit de s'attacher, injurier ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, etc. Et il est clair que les déclarations sont évidemment plus préventives que vraiment efficaces, et qu'au mieux, elles ne font qu'intimider ou plutôt que limiter les paroles trop violentes.
En fait, elle montre surtout que l'État doit servir de garant à un ordre qui suit les troubles et dans lequel les clauses juridiques sont là pour dire comment régler ce qui seraient les sources des litiges les plus évidents. Droit des personnes, remettre à chacun sa maison, propriété des lieux de culte, coût des destructions, droit aux charges publiques, c'est d'abord un texte de loi qui permet aux gens de voir comment ils vont faire après les guerres. Des textes de loi qu'on a pu connaître, par exemple, au Rwanda dernièrement. Elles indiquent aussi que toute ingérence dans les affaires internes des églises, comme dans les violences et les vengeances privées, doit être nulle et non advenue. En d'autres termes, ces formulations sont à la fois théoriques et attestent simplement du fait que la paix est nécessaire, mais elles déterminent encore des zones où les juristes pourront, pour les unes, intervenir et pour les autres, se retrancher devant les interdits de la loi. Ainsi, malgré une relative interdiction et une volonté principielle d'oubli, tout aussi relative dans les faits, la littérature et le théâtre vont à ce moment-là se demander ce qu'on peut faire. Parce que si on ne peut pas parler de ce qui c'est juste ce qui vient de se passer, alors de quoi parle-t-on ? À partir de là, il y aura plusieurs solutions. Ou on décide de faire de l'histoire, à proprement parler. Et si on la fait en faveur du régime des Bourbons, je rappelle que c'est une nouvelle dynastie qui se met en place, cette histoire sera publiable et permise. Donc, on pourra écrire l'histoire, on pourra rappeler les faits juste passés, à la condition d'avoir un imprimatur qui est un imprimatur royal. Premier point. Deuxièmement, on peut penser et écrire l'histoire seul, dans son château, en écrivant ses mémoires. On peut aussi faire de la poésie en essayant, et naturellement en ne la publiant pas. Donc cette poésie sera posthume, ou elle sera publiée, mettons, à Genève, et ce sera les écrits poétiques protestants, par exemple, d'Aubigné. Troisième solution, on cherchera à parler quand même de ce qui vient de se passer, mais en n'écrivant pas une tragédie, par exemple, qui serait une tragédie d'actualité, comme il y en a eu beaucoup à l'époque. Je vous rappelle qu'il y a eu des tragédies sur la mort du duc de Guise, des tragédies sur la mort d'Henri III, et même une tragédie sur la mort d'Henri IV. Donc on voit que même à ce moment-là, on continue à écrire des tragédies d'actualité. Mais principalement, ce qui se met en place alors, c'est l'évitement de l'actualité, puisque l'actualité ne peut pas être dite sur scène. Alors, on passe par un détour. Comment parle-t-on de l'actualité dans Cédase? Comment vous convoque-t-on? Comment nous convoque-t-on? Comme ayant assisté à quelque chose mais n'ayant rien dit? En parlant de l'histoire grecque, en parlant de l'histoire latine, en parlant de la mythologie. L'histoire de Cédase n'est jamais que l'histoire d'un pauvre type qui a été attaqué par les Spartiates, qui se retrouve tout seul dans son coin à Thèbes, parmi les paysans, et il voit arriver, il part en effet au marché, et les filles voient arriver deux jeunes Spartiates, des occupants, pleins de sève, qui les violent, qui les tuent, et qui s'en vont, et qui ne seront pas condamnés. Voilà. Et là, on se retrouve chez les Grecs, on se retrouve juste avant la guerre entre Sparte et Athènes, mais tout le monde a compris que c'est pas de ça qu'on parle. Tout le monde a compris qu'on parle de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on n'invente pas, puisque c'était déjà à la disposition des écrivains de l'époque, mais on passe par ce qu'on peut appeler un détour. Le détour troyen, le détour romain, le détour grec, le détour chez les barbares, etc., etc. Autrement dit, maintenant, on va pouvoir parler de la situation qui vient de se passer, mais à travers un très léger déplacement qui fera florès, évidemment, dans le cours du XVIIe siècle pour parler d'autre chose, et puis ça continuera après. C'est-à-dire quand on ne sait pas comment affronter directement la situation présente, eh bien, on va prendre des situations fictionnelles ou des situations historiques ou des situations mythologiques pour pouvoir en parler réellement. C'est comme ça qu'on arrivera d'ailleurs plus tard à parler de Louis XIV. Donc vous voyez comment, ici, cette interdiction de parler et d'écrire sur la Saint-Barthélemy, ce devoir d'oubli proclamé par la loi, ne résout rien. Et comment il est d'une certaine manière détourné par un dispositif
qui est un dispositif idéal à l'époque pour dire et penser la catastrophe à peine passée, et pour placer cette catastrophe dans une perspective historique et idéologique, pour la mettre parmi toutes celles qui ont produit le siècle qui s'achève, évidemment, pour renvoyer de près ou de loin, ou par un détour majeur en racontant l'histoire qu'on prend chez les Grecs, ou par un certain nombre de clins d'œil qui vont renvoyer, selon les cas, aux guerres de religion, ou au génocide des Indiens, ou au début de l'esclavage par les Européens, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, la littérature théâtrale, puis la performance théâtrale, puisque c'est quand même pas la même chose, puisque la performance théâtrale met en jeu des corps à un moment donné. Et ces corps sont devant, c'est-à-dire les spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre, sont devant ou sur un échafaud sur lequel puisque c'est comme ça qu'on appelle un théâtre à l'époque, le mot échafaud, qui est le même mot que l'endroit où on exécute les gens, c'est un lieu où on exécute, à proprement parler, l'histoire, où on exécute cette histoire-là pour qu'elle dise quelque chose, pour que cette histoire puisse être pensée. On voit donc que le devoir d'oubli, où la nécessité politique de l'oubli se heurte nécessairement à une volonté et à une nécessité littéraire, et pas seulement littéraire, de mémoire. Et c'est dans ce rapport-là qu'il peut y avoir à la fois invention, virtuosité, pensée et système heuristique qui permet véritablement, parce qu'il en crée la possibilité même, remettre un moment catastrophique de l'histoire en rapport avec d'autres. C'est-à-dire que ça réintroduit la catastrophe non plus comme unique, mais comme à l'intérieur même d'un schéma qui est un schéma de continuité historique. Donc, il y aurait d'une certaine manière ici, et pas par la pensée des écrivains, pas si les écrivains du XVIIe siècle ou des début du XVIIe pensent ça comme ça, puisqu'ils n'ont lu ni Adorno, ni Benjamin. Ils ont besoin de passer par là pour arriver à penser ce qui vient de se passer. Or, penser ce qui vient de se passer, c'est penser ça en fonction d'une continuité historique et pas d'une unicité extraordinaire. Alors, vous voyez comment, ici, la question est de savoir ce que ce retour-détour va souhaiter permettre. La production, à partir de là, et je m'arrêterai là parce qu'après je serai trop long, mais la production ou d'un lien possible, c'est-à-dire d'une proposition du type Concorde, c'est-à-dire nous sommes là, nous avons exhumé des faits catastrophiques, nous les avons pensés, nous les avons joués et nous les avons mis véritablement dans les corps jouants et en face des corps jugeants. Et à partir de là, est-ce que nous sommes tous d'accord pour les penser ainsi? Ce serait d'une certaine manière la volonté du théâtre assemblé lien, ou, et à mon avis, c'est beaucoup plus ça à cette époque-là où on redécouvre ce que le théâtre peut faire, mettre en place non pas seulement un lien, mais un lieu, c'est-à-dire un lieu d'assemblée où les gens, ensemble, contradictoirement, devant un cas qu'on leur propose, un cas complexe, devant cela, ce que les gens pensent, débattent et jugent. Et non seulement ça, mais en même temps qu'ils débattent et jugent, et ils en ont tout à fait le loisir, parce que le théâtre, au début du XVIIe siècle, les gens sont pour 75% d'entre eux debout, et donc à même de pouvoir se parler les uns les autres pendant que les gens jouent. Hein, le théâtre, c'est le brouhaha, on vous écoute quand vous jouez, mais néanmoins, on peut parler pendant que vous jouez. C'est comme ça que ça se joue d'ailleurs jusqu'à très tard. Enfin, bien. Donc, 1, on joue. 2, on met en face des gens un cas. 3, les gens réfléchissent, pensent ensemble, débattent de ces cas, et de bien autre chose, mais aussi de ces cas, de manière contradictoire, pour qu'il y ait une assemblée pensante et pas une assemblée en concorde. Évidemment, c'est de l'art. C'est-à-dire que l'intérêt de l'art,
c'est qu'on peut être en contradiction sans se tuer. C'est-à-dire qu'en gros, ça déplace le système, plutôt que d'en faire un lieu qui serait un ring de violence qui remettrait en place les guerres, ça devient un lieu qui passe par justement ce que peut faire l'art, c'est-à-dire un système médié. Et ce système médié permet de penser, puisqu'il met au loin, par la représentation même, le travail véritablement de violence qui a eu lieu, qui peut avoir lieu, qui aura lieu au dehors du théâtre. Se battre sans se battre en réfléchissant, c'est-à-dire débattre. D'une certaine manière, on a affaire à un lieu hyper démocratique et en même temps hyper hiérarchique, puisque nous sommes au début du XVIIe siècle, mais en même temps, c'est aussi un lieu, me semble-t-il, profondément heuristique et profondément lié à la question du jugement de tous par rapport à tous, tout le temps. Voilà ce que je voulais essayer de montrer, à savoir qu'un devoir d'oubli, ça ne marche pas, un devoir de mémoire non plus, mais qu'un devoir de théâtre, c'est-à-dire un devoir qui permet de faire osciller entre la mémoire et l'oubli à travers une réflexion sur l'histoire, là, me semble-t-il, ça marche. Je vous remercie.